Sous-titrage ZDF 1101 2026. Nous sommes dans la 4e année, au jour 322 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, je vous salue. Voici le rapport de situation quotidien. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons depuis combien de temps cette guerre dure réellement. On ne le ressent plus autant qu'au début. Mais nous y reviendrons dans le rapport dans un instant. Nous verrons également un nouveau drone russe, le Gérant 5, qui est une évolution des précédents drones sous licence, copie du Shahed 106 iranien. Les Russes ont créé le Gérant 2, leur copie sous licence. L'ont-ils déjà doté d'un turboréacteur ? Après la Gérant 3, la Gérant 5 existe aussi, et sera évoquée dans le rapport de situation. Nous observons aussi d'autres frappes sur des installations majeures en Russie profonde et bien d'autres faits. Vous l'avez donc déjà entendu en introduction. Aujourd'hui marque le 1418e jour de l'invasion, soit plus longtemps que l'implication de l'Union soviétique dans la Seconde Guerre mondiale. De 1941 à 1945, l'Union soviétique a affronté le Reich allemand durant la Seconde Guerre mondiale. La comparaison est accablante car elle brise le cœur de la propagande russe, surtout à la fin de cette période. Berlin. Après plus de 3 ans d'opérations spéciales, la réalité est là. Une avancée laborieuse et combattue de quelques kilomètres dans la région du Donbass, accompagnée d'une usure massive du personnel et du matériel. Ce n'est pas seulement notre avis, beaucoup de blogueurs russes le pensent aussi. Comme on peut le voir ici à l'écran, ils réfutent d'anciens slogans parce qu'ils n'ont tout simplement pas réussi. Le deuxième point concerne la signification opérationnelle derrière ce chiffre. Si l'on mène une guerre pendant 1418 jours et que le résultat au front se résume essentiellement à un gain de terrain très limité, alors ce n'est pas l'image d'une armée qui avance de façon irrésistible, mais celle d'un système qui n'obtient du terrain qu'au prix d'une usure extrême. C'est précisément pour cette raison que la formulation perte par kilomètre carré que nous utilisons dans nos calculs paraît si dure. Elle explique que le coût de chaque kilomètre gagné sur le front est désormais exorbitant, car le champ de bataille moderne, avec la reconnaissance par drone, les first-person view, les mines et l'artillerie, crée un mécanisme d'usure prévisible dans les espaces ouverts. Il est vraiment étonnant de voir combien de temps cette guerre dure déjà. De Donetsk à Pokrovsk. Et je compte ici délibérément de Donetsk à Pokrovsk, puisque cette guerre dure en réalité depuis plus de 10 ans. Et la ville de Donetsk était largement contrôlée par des troupes pro-russes. C'est pourquoi de Donetsk à Pokrovsk, il y avait environ 60 km, avec 1,2 million de pertes. Moscou et Berlin sont séparés de 1615 km à vol d'oiseau. Avec environ 13 millions de pertes, cela fait 20 000 pertes par kilomètre contre 8 000 pertes par kilomètre. On pourrait bien sûr dire cela pour la Seconde Guerre mondiale, mais ce ne serait évidemment pas juste, car on ne peut pas comparer directement ces deux choses, et on ne doit pas le faire non plus. Comme je l'ai déjà dit, l'armée russe n'est pas l'armée rouge d'autrefois, même si beaucoup d'équipements et de doctrines sont restés largement les mêmes. Mais pour pouvoir mener une guerre et motiver les soldats, il faut les bonnes conditions. À l'époque, l'Union soviétique avait été attaquée par la Wehrmacht. Le peuple soviétique a été durement touché par cette guerre. La Wehrmacht a gagné beaucoup de territoires, détruisant aussi des lieux et des familles. Lorsqu'on est attaqué, la résistance et la volonté de riposter ou de vaincre l'ennemi sont bien plus fortes que lorsqu'on envahit sans réelle raison. Pourquoi observe-t-on cela dans cette guerre ? La plupart des soldats russes n'y participent même pas vraiment. Parce qu'ils trouvent les objectifs de guerre russes que le Kremlin a fixés et qu'il n'a toujours pas pu atteindre, incroyablement importants et motivants. Mais parce qu'on leur promet des paiements extrêmement élevés. Leur motivation serait donc plutôt de rester en vie le plus longtemps possible, et peut-être même de ne pas être envoyés en première ligne du tout. Pour pouvoir recevoir les premiers paiements, c'est ce que nous voyons aussi chez ces soldats russes ici. Ou pensez-vous vraiment que l'un d'entre eux est là parce qu'il estime que les valeurs et les objectifs de guerre russes sont tellement importants qu'il faut les imposer volontairement au prix de sa vie ? Ou bien une prime semble-t-elle tout simplement beaucoup plus lucrative ? Je pense que vous pouvez répondre à cette question vous-même. Les soldats russes ont pu progresser à Vovchansk et avancer à nouveau vers le sud, car à la hauteur de l'épingle bleue, l'artillerie 57. La brigade a commencé à bombarder les positions russes. Ainsi, il pourrait au moins atteindre cet endroit. C'est pareil à l'épingle verte, près des Datchas, où l'artillerie de la 57e brigade a aussi pu intervenir. C'est pourquoi nous avons ici un déplacement, un peu plus vers le sud, et donc aussi une division de la ville. Cela compliquera évidemment la réunification des unités ukrainiennes séparées.
Le renseignement militaire ukrainien annonce la première utilisation du drone russe Geran 5 contre l'Ukraine et publie des images de débris. Selon Gore, ces nouveaux drones sont bien plus grands que les précédents Geran, mesurant environ 6 mètres de long et 5 mètres d'envergure. Elles transportent aussi une charge de combat d'environ 90 kg avec une portée annoncée de 1000 km/s. Techniquement, on note un système de navigation satellite Cometa à 12 canaux, un traceur Raspberry, des modems 3G, 4G et un turboréacteur Telefly. Proche de la Geran 3 mais avec une poussée supérieure. Le GOR souligne ici une nette proximité de conception avec le drone iranien Kara et mentionne 2 prochaines étapes potentielles. Lancement depuis des avions tels que le Su-25 pour modifier portée, profil et réduire les coûts d'utilisation. Possibilité d'équiper plus tard la Geran 5 de missiles RR-73 pour menacer les avions ukrainiens. Nous devrions examiner cela de plus près prochainement. Peut-être verrons-nous plus de ces drones. Hier, nous avons brièvement parlé de l'état de santé du chef tchétchène Kadyrov. Il y a maintenant du nouveau à ce sujet. Les services secrets ukrainiens rapportent qu'il souffre d'une insuffisance rénale. Si nous nous souvenons bien, nous savons qu'il y a déjà eu plusieurs incidents ces dernières années où cet état de santé lui a été attribué, notamment lorsqu'il disparaissait pendant un certain temps. La dernière fois, il est réapparu de lui-même après quelques jours et s'est filmé en train de se promener afin de calmer les rumeurs, même s'il n'avait pas toujours l'air en très bonne forme. Voyons ce que le temps nous réserve. Les forces spéciales ukrainiennes annoncent une nouvelle attaque sur des plateformes pétrolières russes en mer Caspienne, visant encore des installations du groupe Lugol. L'Ukraine montre une fois de plus que les installations énergétiques russes ne sont pas automatiquement en sécurité, même loin des zones de combat immédiates. L'impact de ces attaques inclut non seulement les dommages directs, mais aussi des coûts indirects comme l'arrêt de la production, des mesures de sécurité onéreuses, la hausse des assurances et une pression accrue sur l'énergie et les exportations russes. Il est aussi crucial de maintenir l'accord avec les États-Unis et la Russie pour poursuivre ces investissements dans l'infrastructure. Cela pourrait aussi devenir moins rentable pour les Américains ou leurs investisseurs s'ils voient que ces plateformes ont été souvent attaquées récemment. En même temps, la Russie est obligée d'étendre davantage ses forces de défense aérienne et ses forces de protection, c'est-à-dire de déplacer des ressources vers des zones qui étaient jusqu'à présent considérées comme arrières. Mais il faut aussi dire tout de suite que cette attaque signifie également que la dernière attaque n'a pas été suffisamment réussie, car ces plateformes avaient en train déjà été attaquées il y a quelques semaines. Concernant la défense aérienne, Defense Express rapporte que les premiers prototypes du système Tempest américain auraient été livrés à l'Ukraine. Cependant, il ne s'agit pas encore d'une livraison officielle confirmée, mais d'une information relayée par les médias. Tempest, fabriqué par V2X, est un système de défense aérienne très mobile, conçu pour être monté sur véhicules, remorques ou trailers. Soit c'est un système shoot et scout en amont, soit une base ou autre. Protection d'aérodrome dans un mode centralisé et statique. Un prototype doté d'une suite radar, acquisition de cibles et intégration des mouvements a été présenté, visant à être moins coûteux, rapidement déployable et conçu pour résister au stress constant des essaims de drones. Je ne suis pas fan, mais je trouve la version sur remorque parmi les meilleurs systèmes, même si je la juge globalement moyenne. Pour moi, il semble certes rapide à déployer, mais peu efficace contre une attaque de drone, surtout lors d'une attaque massive par essaim. Je pense que quelques-uns de ces systèmes isolés ne seraient pas capables de lutter efficacement contre cela. Même s'il faut bien sûr garder à l'esprit qu'on ne compte pas uniquement sur un seul système, mais que ceux-ci travaillent en réseau avec d'autres afin d'agir de manière aussi diversifiée que possible. Merci aux abonnés, membres de la chaîne, Équipe Algo, ainsi qu'au lieutenant-colonel Renek, Robert Ziller, Dietrich, Freddy et Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine mise à jour.